Cher public, bonjour et bienvenue à ce nouveau débat des mardis de l'ESSEC, en partenariat avec la Banque de France et avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, du groupe La Poste et du cabinet de conseil en stratégie opérationnelle WIV. La crise, c'est le mot qui se trouve sur toutes les lèvres depuis 5 ans. Crise financière et économique fin 2007, crise de l'euro dès 2010. Que ce soit aux États-Unis ou dans de nombreux pays européens, le secteur privé continue d'afficher d'importants déséquilibres, tandis que les États doivent dorénavant assainir leurs finances publiques. Exercice ô combien difficile lorsque la croissance économique n'est pas au rendez-vous comme en Europe. Dans ce contexte, quelle politique de coopération pour retrouver la croissance? Nos 3 invités essayeront de répondre à cette question. Notre premier invité est M. Pierre Jaillet. Donc, quand l'association des anciens de Sciences Po vous demande de parler de votre métier, vous répondez alors « il faut être mobile et accumuler les expériences ». C'est une phrase qui semble bien emblématique de votre parcours, qui est à la fois riche et varié. Après un diplôme de Sciences Po Grenoble, vous intégrez la direction des synthèses à l'INSEE, puis le service d'études des politiques monétaires, à l'époque où on réfléchit à la création d'une monnaie unique, l'euro donc. Vous intégrez ensuite la Commission européenne à Bruxelles, commission chargée de définir un schéma d'union monétaire pour l'Europe, et en charge de la conception et de la mise en œuvre du traité de Maastricht. Votre passion pour l'international et l'économie vous amène à devenir conseiller général du FMI au Moyen-Orient. Vous êtes alors basé à Damas, mais continuez de multiplier les déplacements et parcourir le monde. Septembre 2007, la France vous rappelle et c'est le retour aux origines. Vous intégrez dès lors le cabinet du gouverneur de la Banque de France. Vous passez ensuite le concours d'adjoint à la direction et vous obtenez en mars 2008 le poste de directeur général des études et des relations internationales. N'oublions pas que vous êtes aussi le représentant de la France dans plusieurs groupes, plusieurs comités européens et internationaux, en particulier dans le cadre de l'Eurosystème, du G7 et du G20. Donc, qui de mieux aujourd'hui pour nous parler des politiques de coopération afin de sortir de la crise? Curieux de nature, on trouve aussi parmi vos diplômes une licence de sociologie que vous avez passée à Grenoble, non par nécessité, mais justement parce que vous trouviez cela drôle. On comprend donc, en lisant votre CV, que faire différentes choses à la fois, mener plusieurs projets de front, c'est ce qui vous intéresse, c'est votre moteur au quotidien. Vous êtes passionné par les questions politiques, par les questions économiques et macromonétaires, de même que par le social. Vous savez d'ailleurs donner de votre personne, puisqu'on vous retrouve dans de nombreuses réunions, dans de nombreux sommets, dans de nombreux colloques. Vous savez toujours partager votre savoir et votre vision du monde économique de façon concise et pédagogue. Pas question de routine, parcourir le monde, l'observer sous toutes ses coutures, en comprendre les mécanismes et le fonctionnement, à la fois politique et économique, voilà ce qui vous anime. On lit parfois dans les interviews que votre pire crainte est de vous ennuyer, mais avec vous cet après-midi à nos côtés, on sait bien qu'il en sera impossible. Donc notre second invité est Jean Arthuis. Monsieur Arthuis, la première chose qui m'est venue en tête en me renseignant sur votre riche parcours fut une blague. Oui, une blague de comptable, tant elle fait écho aux dérives que vous vouliez prévenir lorsque vous avez rédigé, avec d'autres, un pacte de stabilité budgétaire pour l'Europe. Je ne résiste donc pas à vous la livrer, puisque mon professeur de comptabilité n'y résistait pas non plus. Combien font un plus un en comptabilité, nous disait-il avec son regard malicieux. Après un silence prolongé, il répondait satisfait, eh bah, ce que vous voulez. Mais trêve de plaisanterie, commençons par le commencement. Après des études à l'ESC Nantes, plus connue aujourd'hui sous le nom d'Audencia, puis à l'IEP de Paris, vous débutez votre carrière dans l'audit, avant de créer votre cabinet d'experts comptables, Arthuis et Associés, en 1971, l'année où vous êtes élu maire de Château-Goutier, petite ville de Mayenne. Gontier, excusez-moi. La Mayenne est d'ailleurs votre terre d'ancrage. Vous y êtes toujours sénateur et président du Conseil général. Mais votre action est aussi et surtout nationale. Après avoir enchaîné 2 secrétariats d'État sous la présidence Mitterrand, vous devenez, sous la présidence Chirac, ministre du Plan, puis de l'économie et des finances de 1995 à 1997. Le fait marquant de votre action ministérielle reste la préparation du passage à la monnaie unique européenne. Père du double affichage des prix en francs et en euros, vous participez également, avec vos homologues européens, à la constitution d'un pacte de stabilité budgétaire que j'évoquais en introduction et qui a pour objectif d'éviter les déficits publics excessifs et à terme d'équilibrer les comptes publics de chaque État membre. A posteriori, c'est une franche réussite dans l'application, n'est-ce pas? Mais passons. Président de la Commission des finances du Sénat de 2002 à 2011, vous fondez, après l'éclatement du centre au lendemain de l'élection présidentielle de 2007, Rassembler les centristes. Cette association politique, qui deviendra parti en 2009, vise à regrouper les centristes attachés à l'ancienne UDF et qui ne se retrouvent ni dans le MoDem ni dans le nouveau centre.
Vous caressez ainsi le doux rêve d'un parti centriste néo-giscardien, véritable force indépendante alternative. En 2010, vous vous prononcez en faveur d'une Europe fédérale. L'Europe doit pouvoir agir politiquement d'une seule voix sur la scène internationale. Pour vous, l'avenir de la zone euro, c'est l'intégration politique ou le chaos. Enfin, ulcéré par l'illusionnisme collectif concernant la situation alarmante des comptes publics, vous prenez un retour au réalisme politique et à un discours de vérité, tout en proposant un nouveau pacte républicain fondé sur une nouvelle fiscalité, moins complexe et plus lisible, et sur une plus grande solidarité intergénérationnelle. Eh bien, Monsieur Arthuis, c'est avec plaisir que nous vous recevons aujourd'hui. Notre dernier invité, enfin, Monsieur Jacques Barrot. Donc, Monsieur Barrot, vous faites vos études de droit à Aix-en-Provence et obtenez à Paris les diplômes de Sciences Po et d'avocat, bien que vous n'ayez jamais plaidé. C'est le décès subit de votre père. Oui, j'ai plaidé un peu. Vous avez... J'ai pas trouvé de référence sur Internet. J'ai beaucoup cherché. J'ai arrêté parce que, comme député, les gens ne me payaient plus. Alors, évidemment, j'ai arrêté. D'accord. Donc c'est le décès subi de votre père, Noël Barrot, un chrétien humaniste entré en politique à la suite de la Résistance, qui vous pousse à vous engager dans la même voie que la sienne à l'âge de 30 ans. Vous dites de votre métier qu'il est avant tout un métier passion qui résulte d'une véritable vocation. Passion, c'est un terme qui semble aussi résumer une facette de votre personnalité, puisque nombre de vos collaborateurs connaissent bien vos légendaires colères, vous que l'on entend sur 3 étages, dixit une de vos assistantes. Vous êtes aussi, et peut-être paradoxalement, un centriste viscéral, passé maître dans l'art du compromis et guidé par une foi héritée d'une enfance chrétienne au sein d'une famille dévote. Vous engagez ensuite, d'abord sur le plan local, dans votre région d'origine, que vous qualifiez de mystérieuse et fidèle, et êtes élu conseiller général de la Haute-Loire en 1966. Vous passez par la suite 28 ans à la tête du Conseil général de Haute-Loire. Vous êtes bien, à l'image de votre région, un homme fidèle. En tant que député, vous avez exercé diverses responsabilités au sein de l'Assemblée nationale. Vous avez été successivement président de la Commission des affaires culturelles et sociales, de la Commission des finances, président du groupe Union centriste, puis enfin du groupe UMP de 2002 à 2004, présidence que vous quitterez d'ailleurs avec soulagement pour une place à la Commission européenne de Bruxelles. On dit de vous que vous détestez contrarier les gens, donc c'est une drôle d'idée de se lancer en politique où les mécontents sont légion. Votre méthode est dite plus diplomate puisque vous savez contourner les personnes qui vous résistent pour les avoir à l'usure. Vous avez été appelé à plusieurs reprises à des fonctions ministérielles. Vous avez été ministre du Commerce et de l'Artisanat, ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, ministre du Travail enfin et des Affaires sociales sous le gouvernement Juppé, période à laquelle vous défendez le très contesté plan de celui-ci pour les retraites. Toujours fidèle, vous êtes un des rares ministres à avoir traversé tout le septennat de Giscard d'Estaing, et ce, sans faire de vagues, à tel point d'ailleurs que l'Express vous surnomme dans plusieurs papiers ministre de la sérénité sociale. En Européen convaincu, vous entrez donc en 2004 à Bruxelles, je l'avais évoqué, où vos compétences sont très appréciées, puisque plusieurs articles de journaux font référence à votre excellent travail et l'opiniâtreté que vous y mettez, vous qui croyez toujours à l'effort persistant et continu, plus qu'au grand coup de collier sans lendemain. Dans un de vos ouvrages, un des plus récents, « L'Europe n'est pas ce que vous croyez », écrit en 2007, vous faites le point sur une Europe qui, pour vous, doit continuer à faire rêver et non plus être le bouc émissaire de ceux qui n'oseraient pas réformer la France. Vous questionnez, vous interpellez et vous exprimez sur l'utilité de l'Europe et son impopularité croissante, sur les progrès nécessaires pour l'améliorer, pour améliorer son fonctionnement, mais aussi rapprocher les citoyens, 50 ans après la signature du traité de Rome. Engagé sans faille dans une vie politique qui a bien évolué depuis vos débuts, je le rappelle, en 1967, vous êtes membre du Conseil constitutionnel depuis 2010. Avec un CV des plus impressionnants, Monsieur Barrot, nous sommes aujourd'hui très heureux de vous recevoir. Alors, je renouvelle mes remerciements pour avoir accepté notre invitation et bien sûr bénéficier d'un droit de réponse à la présentation qui vient d'être faite, mais il faudrait qu'il soit relativement court parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le sujet est relativement vaste. Est-ce que vous voulez peut-être commencer, monsieur Jaillet ? Écoutez, oui, je ne sais pas si le micro fonctionne, là, c'est mieux, d'accord. D'abord, merci pour votre accueil, c'est un plaisir d'être là, à côté de
2 illustres participants qui ont été chargés de missions extrêmement importantes, à la fois dans le domaine administratif et politique. Le sujet est vaste et vous nous avez demandé d'être assez rapide. Juste un point d'ailleurs, dans le CV que vous avez fait, j'ai 2 petits points. J'ai fait effectivement un DEA d'économie aussi à Grenoble. Il se trouve que c'était sur la coopération financière internationale. Donc déjà à l'époque, j'avais ce goût-là. Et le deuxième correctif, c'est que hélas, je n'ai pas passé le concours de la Banque de France en 2007. J'aurais bien aimé, ça m'aurait forcément rajeuni, mais ça n'a pas été le cas et c'était de nombreuses années avant. Sur les questions européennes, je pense que cette crise a quelque chose de bon, finalement, c'est qu'elle a permis de révéler des insuffisances et un certain nombre de défauts du schéma d'union économique et monétaire dans lequel on vit depuis 1999. 1999-2013, ça veut dire que l'euro a 14 ans, c'est l'âge de l'adolescence, et donc le problème, c'est de savoir si c'est une crise d'adolescence ou si c'est une crise plus grave, c'est-à-dire structurelle avec... Pardon ? Oui, enfin structurelle avec des graves défauts congénitaux. Et donc il y avait un certain nombre de méprises sur lesquelles nous reviendrons, je pense, plus largement tout à l'heure. Au début de l'union économique et monétaire, que, par exemple, l'absence de contraintes de change signifiait qu'on avait plus de contraintes de balance de paiement. La suite a montré que non. L'Espagne est un cas extrêmement illustratif à cet égard. 2, que les ajustements pouvaient se faire de façon, j'allais dire, automatique dans le cadre d'un marché qui fonctionnait bien. Or, ça n'a pas été le cas. On a vu des dérives s'accumuler avec des déséquilibres, notamment de balance de paiement, mais aussi de finances publiques qui perduraient. 2, 3, que la coopération intergouvernementale était suffisamment efficace précisément pour corriger ces dérives et ces déséquilibres. Or, ça n'a pas été le cas. On a eu des comportements de cavaliers seuls, on a eu des coalitions qui se sont formées. Rappelons par exemple qu'en 2003, l'Allemagne et la France se sont assis d'une certaine manière sur le pacte de stabilité et de croissance, et puis on n'a pas eu d'arbitre. L'arbitre, ça aurait été la Commission européenne, on l'évoquait tout à l'heure. Si je peux me permettre, on va passer au droit de réponse de M. Arthuis et M. Barraud. Ah, on a déjà le droit de réponse. Non, seulement au droit de réponse sur la présentation qui a été faite par Clara. Ah, pardon. Sur le CV. Et on reviendra au débat très bien, comme vous juste après. Moi, j'étais déjà rentré dans la substance. Hein. Moi, d'abord, merci pour votre accueil et l'opportunité de débattre sur la coordination européenne, la coordination des politiques. Moi, je dois dire que je n'avais pas prévu d'entrer en politique parce que l'exercice de ma profession, j'étais expert comptable, commissaire aux comptes, auditeur, et je tenais beaucoup à ma profession car elle était le gage de mon indépendance en politique. Et puis, chemin faisant, je me suis aperçu qu'il n'y avait plus place pour l'exercice de ma profession et que la politique m'a complètement absorbé et que j'ai vécu des circonstances absolument passionnantes. C'est vrai que j'ai une formation d'expert comptable, mais je rappelle fréquemment que les constituants de 1789 avaient inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 15, que la société est en droit de demander à tout agent public de rendre compte de son administration. Et ce qui m'a frappé dans la sphère publique, c'est la légèreté des gouvernances par rapport à l'exigence de reddition de comptes. Comment on a pu pendant si longtemps s'exonérer de transparence et de sincérité des comptes publics. On a édicté en 2001 une loi organique sur les lois de finances qui a introduit une disposition absolument révolutionnaire, car elle a dit que désormais les comptes publics devaient être sincères. Jusque-là, il suffisait qu'ils soient réguliers. Et la régularité ne voulait pas signifier la sincérité et la fidélité par rapport à une situation donnée. Et je pense que les comptables ne doivent pas avoir le pouvoir, mais les politiques ont l'obligation d'être lucides, et la comptabilité peut contribuer à cette lucidité. Mais la lucidité ne sert à rien s'il n'y a pas du courage. De la même façon que le courage en politique est très dangereux et s'il ne prend pas appui sur un minimum de lucidité. Et donc, en tant que ministre des Finances, je me suis efforcé
de faire prévaloir quelques principes de base, et notamment d'exiger que désormais on ait une vision du patrimoine des institutions publiques, et notamment de l'État, et pas simplement des flux de recettes et de dépenses comme on le faisait jusqu'à maintenant. J'étais frappé par le recours à des astuces, à des astuces de garçon de bain dans la présentation des comptes publics. Bref, toutes les facilités étaient mobilisées, et c'est dans ces conditions qu'on est arrivé à la crise des dettes publiques. Monsieur Barrot, souhaitez-vous répondre à la présentation qui a été faite de vous? Oui, j'ai fait le rectificatif nécessaire parce que j'ai quand même plaidé. Cela étant, je veux vous dire deux choses. La première, c'est que, en effet, faire de la politique, c'est viser le long terme. Et ça, c'est perdu de vue aujourd'hui par beaucoup d'élites politiques en Europe. Le deuxième, c'est que l'Europe est un laboratoire merveilleux, formidable, pour organiser la mondialisation, pour l'humaniser. Voilà ce que je peux dire pour compléter cette Europe qui a toujours été pour moi la boussole qui m'a tout à fait indiqué le pôle où je devais aller. Et j'ajoute que le long terme m'a paru en effet essentiel en politique. Voilà ce que je voulais vous dire très simplement. Alors nous allons commencer par un court rappel des définitions pour qu'on soit un petit peu tous d'accord et qu'on se mette en phase avec le public des principales institutions européennes pour ensuite pouvoir en débattre. Et je sais qu'il y a matière à débattre. Amaury. Donc moi j'ai la partie pas très marrante de définition et de vocabulaire. Donc si on recadre un peu les choses, on a en haut la présidence de l'Union européenne, c'est M. Herman Van Rompuy, dont le rôle est celui de coordonner autour de lui un groupe de travail constitué par les chefs d'État européens. Je fais ça très rapidement. La Commission européenne qui a l'initiative législative de toutes les directives et règlements de l'Union européenne, qu'on peut considérer comme le gouvernement de l'Union européenne, et également, en troisième point, le Parlement, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale, qui est la représentation des citoyens en Europe et qui votent les lois. Alors ça, c'est au niveau politique. Au niveau économique, nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on a d'un côté la Banque centrale européenne qui est indépendante, qui, de par son mandat, a de nombreuses attributions, comme celle de ne pas pouvoir, par exemple, racheter de la dette des États, qui, par son mandat, poursuit une inflation dans la zone euro à 2%. On reviendra sur ces questions tout à l'heure. Nous avons l'Eurogroupe, qui est le rassemblement des ministres de l'économie et des finances de la zone euro, qui essaye de coordonner les politiques budgétaires dans la zone euro. Et nous avons également le Conseil ECOFIN, finalement, qui est le rassemblement des ministres de l'économie et des finances de l'Union européenne. Voilà, j'arrête sur la partie pas très joyeuse. Sur la partie plus joyeuse après. On va commencer par faire un bilan, je vous l'avais dit, des politiques qui ont été suivies jusqu'à aujourd'hui. On va faire uniquement un bilan et ne pas tout de suite entrer dans l'analyse critique que l'on espère traiter après. Monsieur Arthuis, on va commencer par vous. Est-ce que vous pouvez dresser finalement une chronologie des politiques qui ont été mises en place au niveau européen pour contrer cette crise? Ces politiques peuvent être d'un point de vue monétaire et d'un point de vue budgétaire, ou d'incitation budgétaire au moins. Voilà, une chronologie simple pour rappeler un petit peu les faits, s'il vous plaît. Peut-être qu'on peut revenir. Je pense qu'il faut prendre toute la séquence euro pour bien comprendre ce qui s'est passé. Et pourquoi on a fait l'euro d'abord? On a fait l'euro parce que les pères fondateurs de l'Europe avaient assez rapidement, après avoir créé la communauté du charbon et de l'acier, l'Eurocom, ils avaient pensé pouvoir faire un pas politique décisif avec une communauté européenne de défense, qui a été repoussée par le Parlement français. Et à ce moment-là, ils ont fait le choix pragmatique du marché commun, un marché commun à 6 d'abord, qui s'est élargi, qui s'est approfondi, et qui est devenu un marché unique. Mais on a assez rapidement constaté que quand il y a autant de pays, autant de monnaies que de pays constituant un marché unique, l'instabilité monétaire s'installe et on voit apparaître des dévaluations compétitives, comme à la fin des années 80, début des années 90, et ces dévaluations compétitives cassent la croissance et multiplient le nombre des chômeurs. Et donc, pour se prémunir contre cette instabilité, on a fait le choix d'une monnaie unique. Maintenant, c'était un vrai défi, parce que battre monnaie, c'est exercer
une souveraineté nationale, une prérogative d'État. Il n'y avait pas d'État européen. Alors, on a fait le choix d'un règlement de copropriété qu'on a appelé le pacte de stabilité et de croissance, qui a défini des critères de convergence, des critères de discipline budgétaire. Et c'est dans ces conditions qu'on a lancé la monnaie unique. Pour ma part, j'aurais souhaité à l'époque instituer une gouvernance économique, mais les Allemands n'en voulaient pas. Parce que gouvernance économique, vue par les Allemands, c'est une sorte de méfiance à l'encontre de la France. La France, toujours suspecte de vouloir manipuler un peu la monnaie et de se laisser aller dans les dépenses publiques et les déficits. Et donc, le consensus s'est fait sur le pacte de stabilité et de croissance. Maintenant, à peine avait-on mis en circulation le pacte de stabilité et de croissance qu'un certain nombre d'États ont transgressé les principes, notamment de ne jamais accepter un déficit supérieur à 3% du produit intérieur brut, pas d'endettement public supérieur à 60% de l'endettement public. Certains États, dont les plus importants, l'Allemagne pour de bonnes raisons, parce qu'elle faisait des réformes structurelles lourdes, la France pour des raisons, à mon avis, plus frivoles. On a accepté la Grèce dans la zone euro, alors qu'elle ne remplissait pas les conditions, mais on a omis de la surveiller, comme on aurait dû surveiller le lait sur le feu. On y viendra. La non-gouvernance de la zone euro a été, de mes yeux, absolument pitoyable. Mais ça marchait bien, parce que tout le monde pensait, notamment les marchés financiers et les agences de notation, que la zone euro était un espace fédéral. Et il a fallu attendre la fin de l'année 2009 et la crise grecque pour prendre conscience des incohérences de cette gouvernance. Et c'est à partir de ce moment-là que les chefs d'État et de gouvernement ont commencé à se réunir à 17 et non pas à 27. Alors, c'était une infraction à la méthode communautaire, mais on a pris conscience assez rapidement, à partir de 2009, que quand on était des membres de la zone euro, quand il y avait un pépin dans la zone euro, ce n'était pas les 29 qui venaient en aide aux pays en difficulté, c'était les 17. Et ceci exige donc qu'à l'échelon des 17, il y ait une vraie coordination des politiques et une vigilance absolue des politiques budgétaires et la recherche d'une coordination budgétaire, ce qui suppose, à mon avis, qu'il y ait un véritable gouvernement économique et financier, un vrai ministre de l'économie et des finances. L'Eurogroupe, dont vous avez parlé tout à l'heure, a été d'une complaisance abominable. Les ministres des Finances avaient toujours des petites choses à se dissimuler les uns les autres, et ils ont accepté ce que la Commission aurait dû contester. Tout à fait, Monsieur Barrot, est-ce que vous pensez qu'un axe clair s'est dégagé finalement dans ces politiques qui ont été mises en place depuis 2008 ? Est-ce qu'un axe d'un point de vue monétaire ou d'un point de vue d'incitation budgétaire s'est défini dans l'Eurogroupe ou dans... Les choses ont progressé dans la mesure où l'union bancaire va maintenant avoir un superviseur avec la Banque centrale européenne, mais c'est vrai qu'en matière d'intégration, nous sommes loin encore de ce qu'il faudrait. Et donc, intégration fiscale, intégration sociale, il n'y a pas de doute. Et j'ajoute en plus qu'au niveau de la croissance, nous n'avons pas de stratégie économique commune. Donc, la faiblesse de la zone euro est liée, me semble-t-il, au manque de stratégie économique. Et visiblement, vous avez les uns qui sont keynésiens et qui restent des keynésiens, je dirais, éternels. Et puis, de l'autre côté, vous avez Schumpeter qui, lui, a une stratégie économique beaucoup plus allante, mais qui, effectivement, est conçue au plan national. Donc, si vous voulez, si je peux parler ici, c'est parce que j'ai une expérience de la commission qui a été très défaillante, je l'accorde à Jean Arthuis, bien sûr, sur la surveillance de la stratégie économique et budgétaire, mais néanmoins, ce que j'ai fait, j'ai pu l'obtenir par cette double possibilité qu'offrent la Commission et le Parlement européen. Et c'est en s'appuyant sur ces deux institutions véritablement supra-européennes, supranationales, que nous pouvons progresser. Voilà ma pensée profonde. Donc si on reprend ce que vous dites, M. Barrot, on ne peut pas fonctionner à 17 ou à 27, voire plus, avec seulement des incitations. L'intergouvernemental, c'est le retour au 19e siècle.
Mais ce qui a été mis en place aujourd'hui en Europe, c'est une coordination avec le semestre européen des politiques budgétaires de chaque État. C'est un suivi beaucoup plus détaillé, beaucoup plus précis des dettes et des déséquilibres financiers. C'est ce qu'a fait M. Van Rompuy à partir de 2010. Et donc, à ce moment-là, est-ce que... Monsieur Van Rompuy, il est du côté du Conseil. Monsieur Van Rompuy est précisément le président du Conseil européen, mais c'est quand même lui, c'est pas lui qui peut en effet jouer le rôle du gendarme. Sûr, il n'est là que pour d'accord. arriver à un compromis entre les chefs d'État. Et le problème, c'est que les 27, moi je suis d'accord, c'est formidable les 27, sauf que... Non, mais je suis d'accord sur les deux cercles, Jean, c'est pas la peine de discuter. Les 17, je suis tout à fait d'accord sur la nécessité de construire la zone euro et d'avoir deux cercles en Europe, c'est évident. Bon, mais c'est pas le retour au 19e siècle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'intergouvernemental, c'est le retour au 19e siècle. Oui, mais si on crée un gouvernement économique, financier et budgétaire de la zone euro, et ça n'est pas faire offense à ceux des États membres qui ne sont pas dans la zone euro, puisqu'ils ont tous vocation à rejoindre la zone euro. Mais ce qui est bien clair, c'est que quand il y a un pépin, quand il faut renflouer la Grèce, on a mis au point un mécanisme européen de stabilité, qui est une sorte de fonds monétaire européen, qui va mobiliser plus d'argent que ne l'a fait le Fonds monétaire international, et qui, avec le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité, ils vont mettre sur la table un peu plus de 200 milliards pour l'Espagne, pour le Portugal, pour l'Irlande, pour Chypre. On y reviendra justement et pour la à cette Grèce. question. Bon, eh bien, ceux qui participent au financement, ce ne sont pas les 27. D'ailleurs, les Britanniques ne veulent d'aucune façon participer. Ce sont les 17 États membres de la zone euro. Mais nous sommes bien d'accord sur ce point. Bon, eh ben, c'est bien. Et donc, monsieur Jaillet, est-ce que vous pensez que si on revient sur cette gouvernance européenne qu'on a essayé de mettre en place, est-ce que vous pensez que, d'une part, ça peut être efficace, et est-ce que ça peut peut-être ouvrir la voie à d'autres choses sur du plus long terme? Parce qu'aujourd'hui, les États essayent de répondre à la crise de façon court-termiste, mais est-ce que l'Europe ne peut pas être le domaine du long terme, et est-ce qu'une vision ne peut pas se dégager là-dedans? Oui, oui, sans doute. Deux, trois remarques. D'abord, sur l'idée de la logique d'union monétaire, il y a eu un rapport au début des années 90 qui était à la Commission marché unique, monnaie unique. Et c'était finalement un dérivé du modèle très simple, mais qui fonctionne très bien, de Mandel, le prix Nobel, qui disait triangle d'incompatibilité, vous ne pouvez pas en même temps avoir indépendance des politiques monétaires, stabilité des changes et libre circulation des capitaux. Ça ne fonctionne pas. Donc vous pouvez avoir deux des trois éléments, mais pas les trois. Et donc c'est bien la logique, effectivement, ça a été de créer cette union monétaire. Deuxième remarque, alors effectivement, le pacte de stabilité, ça n'a pas fonctionné, les États n'ont pas été disciplinés suffisamment, spécialement certains d'entre eux. Le petit problème qui est en passe d'ailleurs d'être soigné dans le cadre des nouvelles propositions et des avancées qui ont été faites depuis 2 ans, c'est qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur le déficit public. Et ce qui est très intéressant, ce que je disais tout à fait au début, c'est que quand vous regardez l'Espagne ou le Portugal ou même l'Irlande, c'était des pays qui étaient parfaitement disciplinés du point de vue des finances publiques. Mais c'est des pays qui avaient des déficits de dépenses de balance courante énormes. L'Espagne jusqu'à 7 ou 8% de déficit courant, tout en étant un extrêmement bon élève du point de vue des déficits publics. Et donc, une des bonnes choses parmi les avancées depuis 2 ans, c'est d'élargir et de rendre plus pertinente la surveillance macroéconomique et financière à l'intérieur de la zone pour précisément l'étendre à des déséquilibres de balance de paiement, à des déséquilibres d'endettement, aux bulles financières, etc. Ça, c'est une excellente chose. Pardon ? Et si vous permettez, l'Espagne était en apparence un bon élève, oui, mais sa croissance était fondée sur l'immobilier, oui, et l'on construisait pour des occupants qui n'existaient pas. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc la gouvernance était quand même d'une faiblesse coupable. Mais c'est pas du tout incompatible avec ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que la Commission et les États membres, dans le cadre de la surveillance intergouvernementale d'ailleurs, avaient tendance à se focaliser sur un indicateur qui était le déficit public, parmi d'autres. Or, on a complètement passé à l'as un certain nombre d'indicateurs qui étaient extrêmement importants et qui ont conduit, dans le cas de la Grèce, dans le cas de l'Espagne, à des situations qui ont été catastrophiques pour ces pays-là et peut-être pour l'ensemble de la zone.
Donc, rendre la surveillance macroéconomique plus intelligente, je pense que c'est extrêmement important. Alors, sur les aspects long terme, sur les aspects long terme, moi, ce qui me frappe, et mes voisins sans doute ne me contrediront pas, c'est que l'Union économique et monétaire, le premier draft, si je peux dire, c'était le plan Werner en 1970, de mémoire. Ensuite, et quand vous regardez le rapport Delors, qui lui-même a été largement l'initiateur du traité de Maastricht, c'est quasiment du copier-coller de Werner. Hein. Et ensuite, mais Werner 70, passage à l'union monétaire 99, pas à l'euro, hein, mais à l'union monétaire 99, c'est-à-dire quasiment 30 ans. Actuellement, qui réfléchit à l'avenir de l'Europe à horizon des 30 ans? Personne. On est effectivement dans une version une vision complètement court-termiste, même si les avancées qu'on est en train de mettre en place sur le semestre européen, sur l'union bancaire, sur la surveillance améliorée, sont des choses qui ne vont pas se mettre en place dans les 2 ans qui viennent. Ça va prendre 5 ans, ça va prendre 10 ans avant de se forger, de se roder et d'être efficace. Mais je trouve qu'il y a effectivement un déficit à l'heure actuelle, et en dépit de tout ce qu'on dit sur les réformes structurelles, qui est un autre point sur lequel on reviendra, qui est extrêmement important, c'est-à-dire le déficit de croissance de la zone euro, qui est catastrophique par rapport aux autres zones mondiales. Ça, c'est du long terme, et je trouve qu'on ne réfléchit pas effectivement aux questions de long terme dans le cadre de l'Europe. Donc on a essayé de dresser donc un tableau des politiques qui ont été mises en place. Si on s'intéresse maintenant plus spécifiquement au plan monétaire, à la politique monétaire européenne et à la politique de la Banque centrale, on a vu qu'elle avait une politique qu'on appelle non conventionnelle dans les derniers temps de la crise à partir de 2010, en baissant ses taux à près de 1%, voire en dessous de 1% à partir de 2009. Est-ce qu'elle a réalisé à fond son mandat, cette Banque centrale européenne, ou M. Arthuis a-t-elle outrepassé son mandat? Moi, je crois qu'elle a été pragmatique. Son mandat, c'était de veiller à la stabilité des prix. Et donc, par une politique monétaire qui ne poussait pas à l'inflation. De ce point de vue, elle a réussi. Je pense que la mondialisation l'a largement aidée. Je veux dire par là que l'importation massive de biens de consommation d'Asie ou d'ailleurs a permis de stabiliser largement les prix à la consommation. Les taux d'intérêt sont restés relativement bas, ce qui a favorisé l'inflation des actifs et la constitution d'une bulle. Je crois que jusqu'à la crise des subprimes 2007, on peut dire que la Banque centrale a tenu sa route. Et à partir du moment où la crise est arrivée, elle a été responsable, elle a fait preuve de pragmatisme et elle a infléchi les dogmes qui prévalaient jusque-là en intervenant et en émettant des liquidités pour faciliter le passage des caps difficiles. Alors, on peut dire qu'elle a quelque peu transgressé la lettre de l'esprit, mais comme elle est en charge de la pérennité de l'euro, à mon avis, elle a très bien rempli sa mission. Elle a même aidé les chefs d'État à franchir des moments difficiles. Il est arrivé que le président de la Banque centrale soit l'arbitre. Je pense à ce qui s'est passé récemment à Chypre. Si le sort de Chypre avait été réglé au niveau du Conseil, c'est-à-dire des politiques, on aurait sans doute trouvé des accommodements, mais lorsque le président de la Banque centrale a dit qu'il ne cautionnerait pas des initiatives quelque peu laxistes, eh bien, les autorités chypriotes en ont tiré les conséquences et ont ajusté leur comportement. Donc je trouve que la Banque centrale s'est bien comportée. J'observe qu'elle est d'essence fédérale. Le collège délibère, vote, et donc la Banque centrale a très bien fonctionné. Je pense que le président de la Banque centrale doit de temps en temps exprimer le souhait d'avoir en face de lui un ministre des Finances de la zone euro qui puisse parler au nom de l'ensemble des ministres de l'économie et des finances de la zone euro pour éviter la cacophonie dont nous sommes trop souvent les témoins. Je souhaiterais revenir sur ce que vous avez dit à propos du mandat de la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne a quand même cherché à outrepasser un petit peu son mandat,
Parce qu'en 2011, il y a quand même 2 représentants allemands à la Banque Centrale Européenne, en les personnes de Axel Weber et Jürgen Stark, qui ont démissionné en jugeant que la BCE outrepassait de manière outrancière son mandat. Et il est vrai que la Banque centrale a cherché à racheter de la dette grecque de la dette grecque à long terme à hauteur de 230 millions d'euros. Alors, est-ce que Monsieur Barrot, est-ce que cette action et le fait que la BCE outrepasse son mandat, est-ce que ceci est révélateur d'une paralysie que la BCE chercherait à finalement dépasser en trichant sur son mandat? Est-ce que finalement, on avait une petite... S'il y en a un qui mérite beaucoup d'éloges, c'est Mario Draghi. Je reste convaincu que son pragmatisme a permis d'éviter le pire. Et donc, bravo à Mario Draghi. Deuxièmement, et je réponds en même temps à ce qu'a dit Jean Arthuis, c'est qu'effectivement, il y a besoin, face à la Banque centrale européenne, d'une stratégie économique concertée. Et ça, c'est fondamental. Alors, est-ce que c'est un ministre des Finances de l'Union ou est-ce que c'est la Commission? Ça peut se discuter. Mais à mon avis, la Banque centrale a bien agi et elle a besoin, évidemment, d'un pôle sur lequel se fait la stratégie économique, la stratégie de croissance, qui reste essentielle. Alors vous félicitez beaucoup M. Draghi, mais selon vous, a-t-il une politique foncièrement différente de celle de Jean-Claude Trichet? Il est allé plus loin. Oui. Si je peux me permettre là-dessus, Draghi, Trichet, il ne faut quand même pas exagérer, parce que comme l'a dit mon voisin, c'est une institution fédérale qui discute à l'intérieur d'un conseil, il y a un consensus, en général il y a un consensus, il y a une décision qui est annoncée par le président. Alors le président peut effectivement faire bouger éventuellement le barycentre et la nature du consensus, mais il ne faut pas non plus, de façon trop journalistique, je dirais, exagérer le rôle du président. Il y a un point qui est intéressant, c'est qu'en général, on dit la BCE a fait beaucoup moins bien que la Fed, elle n'a pas été suffisamment réactive, etc. Je pense que c'est largement faux. Il suffit de regarder pour ça, l'évolution effectivement des politiques conventionnelles, c'est-à-dire la conduite des taux d'intérêt. Et là, on s'aperçoit que pratiquement le cheminement a été le même dans les différentes zones monétaires, que ce soit au Japon, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Europe. Deuxième chose, quand on regarde les politiques dites non conventionnelles, c'est-à-dire l'alimentation du marché en liquidité, il y a un indicateur qui est tout bête, qui est tout simplement le rapport du bilan ou de ce qu'on appelle la base monétaire au PIB, et vous vous apercevrez qu'on est à quasiment 20% aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, dans la zone euro. Il n'y a que le Japon qui fait 30%, parce que le Japon fait des mesures non conventionnelles depuis quasiment maintenant 20 ans. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'énorme différence. Il y a un point qui est très intéressant, avec lequel je suis complètement d'accord, c'est l'idée, parce qu'il y a eu un débat là-dessus, notamment au sein du Conseil des gouverneurs, que c'était mieux pour la Banque centrale européenne de ne pas avoir d'interlocuteur valable. À mon avis, c'est complètement faux, parce qu'avoir un mauvais policy mix, c'est-à-dire une mauvaise articulation des politiques budgétaires, économiques et monétaires à l'intérieur de la zone, c'est un jeu à somme positive. Et ce jeu à somme positive, c'est même un jeu à somme négative si ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas d'interlocuteur de politique économique valable, vous avez un affaiblissement de la coopération et vous avez ce qu'on appelle une surcharge de la politique monétaire qui peut nuire à sa crédibilité et qui, d'une certaine manière, devient un peu le bouc émissaire de l'ensemble des problèmes de la zone. Mais alors, ce ministre de l'économie et des finances, à mon avis, ne peut plus être l'un des ministres de la zone euro. On ne peut pas être à la fois ministre des Finances dans son pays et avoir en charge la zone euro. En plus, il y a des présomptions de conflit d'intérêts. J'observe que pendant un certain nombre d'années, celui qui présidait l'Eurogroupe, c'est-à-dire le gouvernement de la zone euro, était le ministre des Finances, Premier ministre du Luxembourg. Et qui peut croire que le Luxembourg peut donner des conseils en matière fiscale et de transparence bancaire? Il y avait là un vrai problème. Le matin, il nous rappelait nos obligations d'équilibre de nos comptes publics et l'après-midi, il nous faisait les poches par une fiscalité qui attirait beaucoup de capitaux dans son propre pays. Donc je crois qu'il faut que ce soit un ministre à temps plein et pourquoi pas un vice-président de la Commission, comme Madame Ashton. C'est pas un exemple. Hein. Alors c'est un hybride. Madame Ashton, c'est un hybride je dis pas que qui n'a pas très bien réussi. Je ne dis pas que c'est un exemple, mais il y a un haut représentant
de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la coopération et Je suis d'accord avec l'aide au développement. Donc, je pense que ce ne serait pas inconvenant de nommer un vice-président qui soit le ministre de l'économie et des finances en charge de la zone euro et qui ait à sa disposition un secrétariat général du Trésor, parce que Mme Ashton, elle a 3000 collaborateurs pour une politique extérieure qui n'existe pas, alors qu'en matière d'économie, finance et de budget, la feuille de route, elle est assez facile à écrire, ne serait-ce que pour contribuer au policy mix. Il y a un point crucial que je voudrais juste noter au passage, et qui conforte ce qui vient d'être dit, c'est qu'un aspect des politiques qui n'est absolument pas coordonné actuellement, c'est la politique de change. Par défaut, c'est la BCE qui devient responsable de la politique de change. Quand vous regardez le traité, c'est absolument pas la BCE qui doit avoir le dernier mot. Et donc là, il y a un vrai problème de coordination de politique économique. Mais si on revient sur ce que vous dites, M. Arthuis, M. Barrot également, et vous aussi, M. Jaillet, d'un interlocuteur qui représente les finances européennes, comment vous pensez faire accepter ça à des États européens qui aujourd'hui sont des États-nations, qui ont leur propre souveraineté, qui ont leur propre légitimité? Enfin, on voit bien que Mme Ashton, M. Van Rompuy ne sont pas forcément les personnes les plus représentatives et les plus, pas représentatives, mais les plus puissantes en Europe aujourd'hui. Et si on reprend ce que disait M. Kissinger il y a quelques années, l'Europe qui est le numéro de téléphone, voilà. Comment faire accepter aux États européens que une personne va pouvoir les représenter au niveau économique, budgétaire surtout? Regardez, pour la lisibilité, pour la compréhension par nos concitoyens, je pense qu'ils connaissent mieux M. Draghi que les responsables politiques des institutions européennes. Parce que M. Draghi est clairement identifié et qu'il s'exprime au nom de la Banque centrale européenne, qui est vraiment d'essence fédérale, cette Banque centrale européenne. Les politiques, c'est très différent. C'est que les chefs d'État et de gouvernement ne veulent pas concéder l'apparence du pouvoir à des institutions supranationales. Mais alors que le problème, c'est que beaucoup de Alors, pouvoirs l'une des premières réformes, déjà ça pourrait être de fondre les fonctions de président du Conseil et de président de la Commission. Moi, en tant que parlementaire, j'ai plusieurs fois assisté à des conférences interparlementaires. Prenaient la parole successivement M. Van Rompuy et M. Barroso. Ils disaient exactement la même chose. Si les deux fonctions étaient fondues en une seule, je pense que ce serait déjà un progrès. Si au surplus, on élisait cette personnalité dans un congrès qui serait constitué par les parlementaires européens et des délégations des chambres nationales, je pense que là encore, il y aurait une meilleure identification du politique. Et aujourd'hui, l'Europe, malheureusement, apparaît comme une sorte d'addition d'égoïsmes nationaux. Mais peut-être que pour faire partager l'idée du fédéralisme, en tout cas du partage de souveraineté, c'est quand même de rappeler que le jour où on a créé une monnaie unique, on a partagé une souveraineté. Et le problème, c'est qu'on n'a pas assumé ce partage de souveraineté. Et ce n'est pas la moindre. Donc, assumer ce partage de souveraineté, c'est mettre en place un gouvernement pour exercer cette souveraineté ensemble. À l'heure de la mondialisation, chaque pays pris isolément ne pèse rien. Quand on va au G20, qui représente les 20 pays les plus puissants du monde, il y a un Américain, il y a un Chinois et il y a 6 Européens. Donc voilà, il y a un problème de... L'Europe ne parle pas aujourd'hui d'une seule voix, un problème de coordination. Et si on revient plus prosaïquement sur la politique monétaire qui est menée, on a vu que M. Draghi, aujourd'hui, conditionnait le rachat d'une partie de la dette à court terme des États à une souscription au MES. Donc on rappelle ce que c'est brièvement le MES, c'est un fonds qui est financé par les États européens, la Commission européenne il me semble, pour venir en aide aux pays qui subissent des déséquilibres macroéconomiques trop importants. Est-ce que ce fait de vouloir allier une politique monétaire, donc laxiste comme on l'a vu avec les taux d'intérêt, très faibles, avec une politique budgétaire où on va essayer de renflouer les États, est le bon levier pour arriver à une coordination plus grande plus tard? Monsieur Barrot. D'abord, première chose, pour relancer la croissance, il faudrait un budget européen qui soit à la mesure du problème. Or, pour le moment, nous avons vu avec vraiment beaucoup de tristesse le dernier Conseil européen
où en effet une alliance incroyable entre le Royaume-Uni et puis l'Allemagne ont fait que les contributeurs les plus importants ont dit ah non, nous ne pouvons pas aller au-delà. Alors moyennant quoi, par exemple, on parlait du marché de l'énergie tout à l'heure, les interconnexions attendront indéfiniment pour créer ce marché de l'énergie, puisqu'on est passé de 50 milliards d'ici 2020 à moins de 20 milliards. Bon, et ainsi de suite. La bande large, Madame Crous avait fait une proposition de 9 milliards, on est passé à 1 milliard. Bon, eh bien, tant qu'il n'y a pas de ressources propres dans ce budget européen, tant qu'il n'y a pas, en effet, des capacités d'emprunt pour ce budget européen, eh bien, effectivement, nous allons vers un lent déclin de l'Europe, de sa croissance. Bon, le cas allemand est un cas un peu particulier, mais l'Allemagne, elle aussi, connaîtra des difficultés à terme. Donc, c'est vraiment incroyable de penser que nous avons un budget européen aussi minable, moins de 1% du PIB européen. C'est vraiment quelque chose qui est inacceptable, d'autant plus que c'est un budget, pour l'essentiel, un budget d'investissement. Monsieur Jaillet. Je voudrais faire deux remarques. D'une part, complètement d'accord avec l'idée d'une capacité budgétaire. Qui dit capacité budgétaire dit qu'on doit fédéraliser davantage l'exécutif, mais qu'on doit aussi fédéraliser davantage la capacité d'un Parlement à voter ce budget. Or, on a un petit problème de déséquilibre, c'est qu'actuellement, on parle de gouvernement économique européen, mais on ne parle pas de comment ce budget sera validé, quelle sera la répartition des rôles entre les parlements nationaux et le Parlement européen, ce qui est, à mon avis, un problème extrêmement complexe. Deuxième remarque, c'est sur ce que vous avez dit sur... vous avez fait allusion à ce qu'on appelle l'OMT, c'est-à-dire la capacité d'intervention, c'est-à-dire d'achat de titres en cas d'urgence. Il ne s'agit pas d'acheter des titres publics tout le temps. Et ce qui est intéressant, et c'est la raison pour laquelle les spreads, les taux d'intérêt à 10 ans, et l'écart par rapport au meilleur taux allemand s'est réduit pratiquement de 300 points de base depuis la décision de Mario Draghi, enfin annoncée par Mario Draghi, sans qu'un euro ait été dépensé sur les marchés. Donc c'est ça qui est intéressant, je veux dire, c'est une logique plus de dissuasion nucléaire. C'est-à-dire que le message à l'époque de la BCE, ça a été de dire, si il y a effectivement besoin d'une crise, nous disons au marché, nous sommes capables d'inonder le marché ou d'acheter de façon quasiment illimitée ces titres, et vous allez perdre beaucoup si vous continuez de faire des arbitrages qui sont contre les fondamentaux de la zone euro. Et ça a suffi effectivement à faire baisser de façon extrêmement considérable les spreads. Et quand on voit que les derniers chiffres sont éloquents, l'Italie à 10 ans se finance actuellement à 4 ou un petit peu moins de 4, l'Espagne qui était à 6,5 ou 7 il y a encore quelques mois, et actuellement se finance aussi à peine au-dessus de 4. Ça, c'est la vraie réussite d'un programme. Monsieur Arthuis. D'abord, le budget européen, il est assez singulier. Les chefs d'État et de gouvernement se réunissent en ce moment pour en arbitrer les contours, et c'est le cadre pluriannuel 2014-2020. C'est-à-dire qu'avant la fin de l'année 2013, on aura en quelque sorte arrêté le budget 2014-2020. Il y aura des élections européennes l'année prochaine et on peut se demander quel est le rôle des parlementaires puisque le cadrage budgétaire aura déjà été réalisé. Ça veut dire que le budget annuel, c'est à peu près 130-140 milliards, 10 milliards pour assurer le fonctionnement. Et le reste c'est quoi ? Le budget européen me fait penser à une table de casino. Les 27 joueurs arrivent, mettent sur la table leur contribution telle qu'elle est prévue par les traités. Une fois que tout cet argent est sur la table, on en retire 7% pour assurer le financement du fonctionnement des institutions européennes. Et ensuite, chacun va essayer de récupérer ses billes. Et on récupère les billes avec des instruments qui ont été forgés il y a 20 ou 30 ans, comme la politique agricole commune. Moyennant quoi, lorsque viennent les arbitrages, on a beaucoup de mal à privilégier les investissements dont Jacques Parot parlait il y a un instant. Donc il va falloir qu'on revoie complètement ce principe de budget. Maintenant, le mécanisme européen de stabilité, je me demande s'il n'est pas, en fait, la préfiguration d'une union budgétaire. Les États-Unis d'Amérique se sont donné l'union budgétaire avant l'union monétaire. Et l'union budgétaire est née au lendemain de la guerre d'indépendance,
les États confédérés étaient surendettés, et donc ils ont mis en commun leurs dettes, et pour en assurer le remboursement, ils ont mis en recouvrement des droits de douane. Et le mécanisme européen de stabilité va assez rapidement prendre plus d'importance que le budget européen. Et il est un début de mutualisation. Et ce qui me frappe, c'est de voir comment ce mécanisme européen est géré. D'abord, il inspire confiance au marché. Il a probablement les meilleures notations sur les marchés. Ils empruntent à court terme à des taux négatifs, à ce que me disait M. Regling il y a quelques jours. Donc, il va être intéressant de suivre ce mécanisme européen de stabilité, dont le financement est assuré par la souscription du capital prise en charge par les États membres de la zone euro. Et en effet, dans ce jeu intelligent entre la Banque centrale européenne et la gouvernance de la zone euro, on dit clairement aux États qui ont recours à ce mode de financement que s'ils veulent obtenir ce financement, ils doivent s'engager à mettre en œuvre des réformes structurelles lourdes et difficiles. Tout à fait. Alors, on va revenir justement sur la question du financement de la politique budgétaire plus tard. Pour le moment, intéressons-nous plutôt aux politiques budgétaires en tant que telles. Les politiques ont évolué, enfin, la question budgétaire, les politiques ont évolué de politiques de relance de type keynésienne, finalement, au début de la crise, en 2008, avec des différents plans de relance. Elle a évolué donc de ces politiques contracycliques à des mesures de rigueur. Et alors, de ce point de vue-là, on peut s'interroger sur la question suivante. Pourquoi les hommes politiques européens ne se sont pas inspirés de la crise de la Suède qui avait eu lieu dans les années 90, où la Suède avait restructuré l'ensemble finalement de son secteur public pour s'adapter à la situation. La Suède, en 1992, il me semble, a subi une bulle immobilière importante et a effectué une cure d'austérité. Alors pourquoi ce délai entre la politique de relance de type keynésien, qui ne marche plus aujourd'hui dans un système mondialisé, et la politique d'austérité ? Monsieur, qui souhaite commencer ? Je veux bien commencer. Alors effectivement, ce à quoi vous faites allusion, c'était la Suède, c'était aussi la Norvège, c'était le Canada, ça a été beaucoup d'autres pays, voilà, qui ont, alors en dehors du fait de savoir si c'est keynésien, ricardien, leur politique, ce qui est très intéressant dans tous les cas qu'on vient de citer, c'est que derrière les politiques d'assainissement, il y a eu un effort extraordinaire de modernisation de l'action publique. C'est-à-dire qu'en réalité, en Suède en particulier, il y a eu un diagnostic extrêmement précis qui a été fait de tous les pans d'action publique. Et l'essentiel de l'assainissement s'est fait non pas par un relèvement des impôts, mais par une baisse des dépenses, organisée effectivement en fonction de l'efficacité supposée et prouvée en réalité des différents types de dépenses. Et donc ça a permis effectivement de réduire considérablement le déficit et en même temps de redonner une confiance forte aux agents économiques, puisque finalement l'hypothèse, enfin disons l'anticipation des agents, c'était de dire dans 5 ans, dans 10 ans, on paiera moins d'impôts et notre État sera plus efficace. Et donc, investissons effectivement, et ça a été un facteur de croissance. Alors, le petit modulo par rapport à ça, c'est que les contes de fées, si on peut dire, suédois, canadiens, etc., se sont passés dans un environnement économique et monétaire qui était complètement différent. Il n'y avait pas de crise mondiale, et à l'époque, la Suède et ces pays-là ont pu effectivement, y compris, jouer sur la valeur de leur monnaie, parce qu'ils ne faisaient pas partie de l'union monétaire, et parce qu'ils bénéficiaient d'un climat international plus porteur. Donc les gouvernements européens n'auraient pas pu faire ça dès 2008 faire un vrai, là je me retourne vers des gens qui sont beaucoup plus savants que moi là-dessus, mais faire un vrai effort de diagnostic, M. Arthur en particulier l'a fait, un vrai effort de diagnostic sur l'efficacité de la dépense publique en particulier, à mon avis, personne ne peut y réchapper. Oui, c'est qu'un certain nombre d'États n'enclenchent pas ce processus de réforme. Et dans les 10 années que l'on a connues, les 10 premières années de l'euro, un certain nombre d'États qui ont été admis dans la zone euro, non seulement ils n'ont pas fait les réformes structurelles, mais ils se sont laissés aller. L'unité de valeur travail est restée stable en Allemagne pendant 10 ans. Alors qu'en Grèce, au Portugal, en Espagne, elle a progressé de 30 ou 40%. Et donc, tous ces pays ont amélioré les niveaux de rémunération des fonctionnaires et de l'ensemble des salariés sans qu'il y ait eu des gains de compétitivité suffisants.
Donc, ce qui s'est passé en Allemagne, c'est que les Allemands ont bloqué les salaires et ont entamé des réformes structurelles lourdes. Il ne suffit pas de faire une démarche keynésienne et d'injecter de l'argent public pour que ça fonctionne. Nous sommes à l'heure de la mondialisation. Il y a des réformes structurelles qui ne peuvent plus attendre et que les gouvernements, notamment en France, ont de la peine à enclencher. Lesquels, par exemple? Notamment sur la durée du temps de travail, sur les lois sociales, sur la flexibilité nécessaire. On reste encore dans un enchevêtrement de responsabilités entre les différents niveaux d'administration territoriale. Il y a un conservatisme extraordinaire. Rien ne change. La seule chose qui va faire bouger les collectivités territoriales, c'est que l'État n'aura plus les moyens de verser autant de crédits. Les dotations sur les 220 milliards de dépenses consolidées de l'ensemble des collectivités, il y en a 100 qui viennent de l'État. Et l'État va être obligé d'en réduire le montant. Et c'est ça qui va faire la réforme. Mais la dernière loi que nous avons validée au Conseil constitutionnel aurait pu, je dirais, mettre le département en harmonie avec la région. Et au lieu de cela, on a évité de réduire le nombre de conseillers généraux départementaux. Mais mieux que ça, on a délibéré sur le mode d'élection avant d'avoir procédé à la réforme des collectivités territoriales. Absolument, c'est aberrant. On aurait dû commencer par la redéfinition des compétences, mais non, on a commencé par le mode d'élection. Absolument. Cela étant, moi je voudrais quand même dire ici combien, à mon avis, le marché unique pourrait être beaucoup plus dynamisé. Et dynamisé par la mise en réseau des pôles de recherche, par exemple. Aujourd'hui, nous avons des pôles de recherche qui travaillent de manière tout à fait autonome dans le marché unique. L'exemple le plus typique, c'est celui des batteries que les Allemands ont d'ailleurs mis au point et qui, si la Commission avait fait son travail, probablement on aurait eu une batterie européenne avant l'heure. Et là, nous allons être obligés de passer par la batterie allemande pour recharger nos voitures électriques dans l'avenir. Mais tout ça parce qu'on n'a pas utilisé complètement ces capacités du marché unique. Et ça, c'est à mon avis une grande faiblesse. Moi, j'ai été un des derniers porteurs du grand projet qui, je l'espère, va voir le jour à la fin 2014, c'est le GPS européen, c'est-à-dire Galileo. Et Galileo aura de multiples applications, mais encore faut-il en effet qu'il y ait une espèce de convergence des industries nationales pour pouvoir créer de grands projets européens. Ça me paraît tout à fait essentiel. C'est comme ça qu'Airbus est né et c'est comme ça que Airbus a réussi à damer le pion, disons, à Boeing. Mais sinon, nous étions foutus. Et honnêtement, en matière d'automobile, nous pourrions en effet arriver dans ce domaine à des progrès considérables si chacun ne regardait pas devant sa porte. Alors et j'ajoute qu'au niveau ferroviaire, eh bien, entre Siemens et Alstom, on aurait pu arriver à des convergences sur certains sujets, alors que pratiquement le Japon, en Chine, eh bien, on choisit très souvent le ferroviaire japonais pour éviter d'avoir à choisir entre la France et l'Allemagne. Alors est-ce que ça, c'est le résultat d'une désorganisation ou finalement d'un orgueil national qui fait qu'il y a des réticences derrière pour avoir des politiques communes en matière de recherche, par exemple ? Bien sûr, parce qu'il y a une souveraineté. Quand on a voulu faire l'Institut universitaire de technologie, mais les universités se sont dressées, les universités nationales se sont dressées sur leur
sur les murailles pour dire vraiment c'est pas possible, on ne pourra pas créer ce réseau d'universités qui était indispensable. Mais donc, ce que vous dites et ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a une volonté dans la construction européenne par l'économie d'intégrer de plus en plus politiquement, mais qu'aujourd'hui on est vraiment au milieu du gué, on reste au milieu de la rive. Enfin, soit on revient en arrière vers du souverainisme et on reprend la politique monétaire de la BCE, on la redonne aux États, soit on va plus loin dans l'intégration. Mais aujourd'hui, l'Europe, la zone euro telle qu'elle est, elle ne peut plus rester dans cette situation. Donc, comment faire en sorte de sortir de cette situation, Monsieur Jaillet? Et là, je rejoins Jean Arthuis. Il faut faire deux cercles. La monnaie intègre très fortement nos pays, et votre question est justifiée pour la monnaie européenne. On peut peut-être revenir sur... Il y a quand même un certain nombre d'avancées. On a parlé tout à l'heure de défaut de surveillance. Je pense que maintenant, il y a effectivement l'idée de regarder bien, de façon beaucoup plus pertinente, des indicateurs et donc de renforcer la surveillance à la fois au niveau de la Commission et bien sûr au niveau de l'Eurogroupe avec le problème de l'intergouvernementalité qui subsiste, etc. Il y a ce qu'on appelle le semestre européen. Alors, le semestre européen, c'est intéressant parce que ça redonne un tout petit peu plus de pouvoir à la Commission en termes d'arbitre, puisque l'idée, de façon très simple, est la suivante. C'est-à-dire, avant que les budgets soient complètement validés au niveau national, ils doivent passer d'une certaine manière par une espèce d'examen européen. Donc, et ça, c'est extrêmement important parce que ça permet de prévenir un petit peu des dérives, davantage. Voilà. Il y a une plus grande automaticité des sanctions qui va davantage dans le sens fédéral, puisque qui dit plus grande automaticité, y compris dans un cadre gouvernemental, ça redonne un petit peu la main au fédéral. Il y a quand même des progrès en matière d'union bancaire qu'on a signalé tout à l'heure. C'est à la fois la supervision, c'est les travaux sur avoir un système de résolution des crises bancaires, c'est éventuellement déboucher sur un système de garantie des dépôts au niveau fédéral, etc. Donc tout ça, c'est des avancées qui sont absolument pas négligeables. Le problème, effectivement, c'est de savoir que, donc, ça veut dire qu'on est au milieu du gué d'une certaine manière. Et à nouveau, je reprends mon image, c'est une crise d'adolescence. Maintenant, la question est de savoir est-ce que toutes ces avancées sont suffisantes pour repartir sur le long terme de façon équilibrée, c'est-à-dire avoir une zone équilibrée de croissance stable, etc., ou est-ce qu'il faut aller au-delà? Et ça, c'est la vraie question. Et en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas voir une sorte de stratégie à long terme peut-être de la présidence du Conseil de l'Union européenne, de la Commission européenne, d'essayer de faire en sorte une politique du fait accompli, de la coopération et de la coordination? Et est-ce que, par exemple, de mettre en place des eurobonds, la mutualisation de la dette des pays européens, permettrait ceci? Je pense que les eurobonds, on y viendra, et d'une certaine façon, le mécanisme européen de stabilité, c'est la préfiguration de la mutualisation des dettes. Mais on ne pourra pas émettre des eurobonds tant qu'il n'y aura pas un véritable pouvoir politique. Mais aujourd'hui, l'Allemagne, justement, ne veut pas partager sa mais dette avec l'Allemagne n'est pas opposée à ce qu'on aille sensiblement plus loin, et elle pose des conditions. Bon, mais elle pose des conditions pourquoi? Parce qu'elle a fait des efforts. Et souvenez-vous de ce débat qui a eu lieu en Allemagne au lendemain de l'apparition de la crise grecque. Les Allemands qui s'étaient serré la ceinture pendant 10 ans disaient, et c'était l'objet d'un débat public, nous ne voulons pas payer deux fois. Nous nous sommes privés de revenus pendant 10 ans. Il va falloir que l'on paie à nouveau pour combler les dettes de ceux qui n'ont pas eu notre rigueur. Donc c'était un vrai sujet. Mais souvenez-vous aussi de cette période. Certains disaient, il n'y a qu'à sortir la Grèce de la zone euro, et puis ça ira beaucoup mieux. Mais on a pris conscience assez vite, y compris en Allemagne, que s'il y a le plein emploi en Bavière, c'est parce qu'on exporte beaucoup vers notamment les pays de la zone euro et de l'Union européenne. Et que si un jour on devait laisser partir l'un des États membres, on en retire un, la Grèce. Mais immédiatement, les marchés vont dire que Chypre va sortir et puis que le Portugal va sortir. Donc c'est la fin programmée de l'euro. Et la fin programmée de l'euro, c'est le retour aux monnaies nationales. Ça veut dire que le Deutschmark s'apprécierait de 30, 40 ou 50% par rapport aux autres monnaies, peut-être un peu plus les monnaies du Sud. Et donc l'Allemagne aurait beaucoup plus de difficultés à écouler ses produits. Par ailleurs, quand on dit qu'on va laisser un des États membres en dépôt de bilan et en cessation de paiement, s'il est surendetté, c'est parce qu'il y a des gens qui lui ont prêté de l'argent. Et qui a prêté? Des banques françaises, un certain nombre d'opérateurs français, des compagnies d'assurance et des entreprises. Et que si la Grèce plantait un drapeau, c'était un risque systémique.
Alors- Et les banques allemandes aussi, et que c'était un risque systémique pour tout le monde. Et que si la Grèce était à ce point surendettée, c'est parce qu'on avait été très content en Allemagne comme en France de vendre des travaux publics pour refaire les stades pour les Jeux Olympiques, pour vendre un métro à Athènes et des systèmes d'armes pour se protéger contre les Turcs. Donc on était tous responsables de cet endettement, et on a bien vu à ce moment-là qu'il y avait quelque chose d'irréversible, qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible, et que dans ces conditions, il fallait gérer. Il fallait donc gouverner d'une manière pertinente. Alors, j'aimerais revenir sur un point. Vous avez dit en particulier que l'Allemagne bénéficiait finalement de la situation des pays européens. L'Allemagne a une croissance parce qu'elle vend aussi ses produits aux pays européens. Et d'ailleurs, depuis 2012, on observe quand même un certain découplage finalement des taux et des performances des États de la zone euro, des taux swap. Finalement, les États empruntent à des taux différents et en résultat, ils ont des performances également différentes. Alors, est-ce que finalement, il y a eu très récemment un article de Patrick Artus dans Challenge où il disait que l'Allemagne tirait profit des faiblesses européennes, véritablement. Alors est-ce qu'aujourd'hui, si l'Allemagne tire profit de ses faiblesses, elle ne devrait pas redistribuer ce surcroît de performance qu'elle a grâce à la moindre performance des États européens? Elle ne devrait pas le redistribuer aux États européens via, par exemple, les eurobonds ou via d'autres systèmes? Les Allemands sont gagnants sur tous les tableaux. Ils vendent beaucoup de machines-outils, par exemple. Les États de l'Union européenne qui doivent investir pour devenir plus compétitifs, ils achètent des machines-outils. Ils les achètent avec quoi? Avec notamment les fonds structurels que verse le budget européen. Ils sont gagnants sur tous les tableaux. Donc je crois qu'ils ont quand même compris, les Allemands, qu'ils ne pouvaient pas manifester tant de rigueur qui n'était au fond que l'expression d'un égoïsme excessif. Donc, Mme Merkel, dans ses déclarations, elle commence à l'exprimer. Si ça n'est pas très sensible aujourd'hui, c'est parce qu'elle est à quelques mois des prochaines élections législatives. Et ça, c'est un problème pour l'Europe, c'est qu'il y a toujours un des États membres qui est à la veille d'une élection et qui, par conséquent, a du mal à prendre des positions Mme long terme. Merkel ne s'est pas illustrée particulièrement lors du dernier Conseil européen relatif au budget. Alors moi, je vais être un peu contrariant et voire provocateur sur ce point. Je ne suis pas complètement d'accord. Je suis d'accord sur l'idée que l'Allemagne n'a pas complètement joué un jeu coopératif en matière de politique économique, et ça a été très bien pointé, notamment dans le cadre des exercices du G20 que l'on fait, notamment ce qu'on appelle l'exercice du framework. On essaie de voir en quoi les déséquilibres globaux des balances courantes peuvent être, disons, rectifiés grâce à un apport ou à des changements de politique économique. C'est vrai pour l'Allemagne, c'est vrai pour la Chine au niveau mondial, c'est vrai pour d'autres pays, etc. En même temps, je pense que d'une certaine manière, faire un peu de l'Allemagne bashing, comme on fait en France ces derniers temps, et pas seulement en France et dans d'autres pays, c'est un peu d'une certaine manière se défausser de ses propres difficultés sur un bouc émissaire qui est l'Allemagne. Parce qu'après tout, quand on regarde le décrochage d'un certain nombre d'indicateurs, que ce soit les finances publiques, le commerce extérieur, la production industrielle, l'emploi industriel exactement en France, on ne peut pas dire que c'est depuis 2004 la faute de l'Allemagne. Donc l'Allemagne a sa responsabilité, effectivement, dans un cadre, elle n'a sans doute pas vraiment joué le jeu parfaitement coopératif, mais d'une certaine manière, ce jeu non coopératif, c'était un peu les règles du jeu de la première phase de l'Union économique et monétaire. On vous donne les règles du jeu et c'est le meilleur qui gagne. Ça a été l'Allemagne. Alors maintenant, on est dans un autre jeu, et c'est ça qui est intéressant. Il y a un mécanisme européen de stabilité qui est doté de 500 milliards, plus les 200 milliards du FSF. C'est effectivement une masse critique importante qui est fédérale. Ce qui est important, c'est de voir qui paye, qui est garanti derrière ces 700 milliards. C'est l'Allemagne au prorata de la clé du capital, elle-même liée à la pondération du PIB à l'intérieur de la zone euro. Donc c'est l'Allemagne qui est la principale garantie. Donc d'une certaine manière, l'Allemagne joue aussi le jeu d'être garantie du premier système fédéral, finalement, de transfert budgétaire potentiel à l'intérieur de la zone euro. Quand on prend les balances dites target, alors je ne vais pas rentrer dans la technique, mais de trésorerie à l'intérieur de l'eurosystème, où on sait que l'Allemagne a des très grosses créances, la Bundesbank en réalité, comme la Banque de France d'ailleurs, comme la Banque des Pays-Bas sur les autres banques centrales, l'Allemagne prend un risque financier énorme. Donc le fait qu'elle accepte de prendre ce risque et le fait que les politiques ont, d'une certaine manière, persuadé leur électorat et le contribuable allemand ou français et d'autres qu'il fallait prendre ce risque parce qu'au bout du compte, c'était la survie de la zone euro, est en soi une chose positive. Il n'est pas question de critiquer l'Allemagne qui, elle, a fait les efforts, des réformes structurelles extrêmement courageuses. Schröder, prenant le risque de ne pas être réélu,
Mais au moins, il a fait des réformes. Alors que nous, en France, on n'a pas été capable d'enclencher ce processus de réforme. Et notre parole, d'ailleurs, au plan européen, est très altérée par le fait que notre pays n'est pas exemplaire. La France peut dire ce qu'elle veut, mais c'est comme dans toute association, dans tout groupement humain, celui qui est entendu, c'est celui qui a une démarche rigoureuse et qui réussit. Et non pas celui qui donne des conseils au monde entier, alors qu'il n'est pas foutu d'équilibrer ses comptes publics et que son déficit commercial n'arrête pas de se creuser. Je crois qu'on en arrive à la fin du débat, messieurs. Malheureusement, le temps nous a... Je remercie M. Chaillet d'avoir bien précisé, en effet, que l'Allemagne avait à la fois, sans doute, été un peu défaillante au niveau du budget, mais au niveau du mécanisme européen de stabilité, manifestement, là, l'Allemagne a rempli son devoir de solidarité. Ça, merci de nous l'avoir dit. Et comme l'a dit Jean Arthuis, c'est sûrement pas à nous de donner des leçons aux autres. Bon, mais cela étant, on peut avoir des idées à peu près claires sur ce qu'il faudrait faire et les mettre en débat devant les Français, parce que je trouve qu'on parle mal de l'Europe, alors qu'à mon avis, il n'y a pas d'alternative. Et la seule chose, c'est que l'Europe ne fonctionne pas bien, mais ce n'est pas l'Europe qui est en cause. C'est la façon dont les États se comportent par rapport à l'Europe. Et le vrai changement doit intervenir à ce niveau-là. Et je pense que l'expérience euro nous en donne la possibilité. Justement, monsieur, donc pour continuer à en débattre avec certains Français, je vous propose d'accueillir certaines questions du public. Passez maintenant à des questions, peut-être dans le public, que vous avez. Oui, bonjour messieurs. Je m'appelle Vladimir Garce-Merson, je suis en Cagne en classe préparatoire. Et je me demandais justement, vous parlez beaucoup finalement du lien entre les politiques et les citoyens. Comment faire à ce moment-là pour que les citoyens soient plus à même d'accepter cette gouvernance européenne et leur faire comprendre et accepter donc ces nouvelles prérogatives européennes? C'est le débat qui devrait le permettre. Malheureusement, les médias privilégient des thèmes plus frivoles et le politique, trop souvent, s'abandonne à de la gesticulation et on s'en tient au slogan, on s'en tient à l'événementiel et on est dans la tyrannie du court terme. Donc, sommes-nous capables d'enclencher une vraie pédagogie, de mettre en débat devant nos compatriotes les thèmes que nous avons évoqués aujourd'hui, pour que ces orientations n'apparaissent pas comme un dogmatisme, un a priori, mais je pense qu'il va falloir que le politique soit un peu moins romantique, un peu plus réaliste, et prenne appui sur des considérations objectives et qu'on arrête de raconter des histoires aux gens. Parce que d'histoire en histoire, on finit par les décourager complètement. Il faut voir la distance qu'ils prennent par rapport aux politiques. Et moi, ce que je redoute, c'est que les prochaines élections européennes voient un déchaînement de l'euroscepticisme. Et oui, elles vont être a priori très nationalisées, ces élections européennes, alors qu'elles devraient permettre de réfléchir à la finalité et à l'avenir de l'Europe. Et quand vous pensez que l'éducation nationale n'a même pas prévu dans ses manuels de parler un peu des institutions européennes, vous voyez toute la difficulté. Hein. Et puis, j'en passe. Je voulais, moi, faire que les élections européennes aient lieu le même jour. Oh, mais ça a été un problème terrible avec les différents gouvernements, les différents chefs d'État. Et donc, on est arrivé à peu près à ce que les élections européennes aient lieu la même semaine. Mais enfin, on ne peut pas dire qu'il y ait un mouvement pour donner à ces élections européennes toute leur signification. Et merci pour ce débat, en tout cas, ça nous fait plaisir. Y a-t-il une autre question, mademoiselle ?
Oui, bonjour, donc Florian Guérit, étudiant en première année à l'ESSEC. Oui, bonjour, donc Capucine Marteau, étudiante à la Sorbonne. Moi, je voulais vous parler de la tyrannie du court terme. Je voulais vous demander ce que vous pensiez de l'idée du plan d'investissement sur 10 ans proposé par François Hollande sur le numérique, la santé et d'autres secteurs qui sont vraiment des secteurs porteurs, des secteurs d'avenir. Monsieur Jaillet. Je préfère sur ce plan-là. Passez la main. Non, moi je trouve que c'est une très... Enfin, le fonds d'investissement sur 10 ans, c'est tout ce qui peut aller dans le sens de retrouver une croissance potentielle supérieure à celle que malheureusement nous avons à l'heure actuelle, c'est-à-dire inférieure de 1 à 1, ce qui est dramatique. Ce qui veut dire qu'on ne va pas retrouver un taux d'emploi suffisant pour réduire le taux de chômage à un niveau correct avant très très longtemps. Si on y arrive, tout ça va dans le bon sens. De même, d'une certaine manière, que le grand emprunt a d'excellentes choses quand on regarde, y compris certains résultats dans l'université. Donc, et la recherche. Donc, a priori, moi, j'ai une réponse de citoyen là-dessus, mais pas plus. Et je trouve qu'en soi, si effectivement ça sert effectivement à des investissements d'avenir, tant mieux. Oui, mais le grand emprunt est la démonstration pathétique de l'incapacité des gouvernements à équilibrer les comptes publics. C'est parce que dans les arbitrages, on privilégie systématiquement le court terme, c'est-à-dire les dépenses de fonctionnement, et d'essayer de contenir la progression fiscale parce que ça n'est pas très populaire. Et dans ces conditions, on abandonne l'investissement parce que c'est du long terme. Alors, pour se soulager, eh bien, comme ça, une fois de temps en temps, on fait un grand emprunt, qui est une espèce d'astuce budgétaire, mais qui en soi est la démonstration du laisser-aller de la gouvernance publique. Pathétique. Monsieur Barraud, S'il suffisait de faire des dépenses publiques pour faire de la croissance, ça se saurait. Et nous serions dans une prospérité éblouissante. Vous ne vous étonnerez pas que je réclame un fonds d'investissement européen, voilà. Mais bon, ça n'exclut pas les fonds d'investissement nationaux. Mais comme l'a dit très justement Jean Arthuis, ces fonds d'investissement sont en fait tout simplement la conclusion que nous sommes incapables de tenir les dépenses de fonctionnement. Et les présidents de conseils généraux que j'en reste et que moi j'ai été pendant 25 ans font que quand même nous avons regardé de très près les dépenses de fonctionnement pour pouvoir investir autant que nous pouvions le faire. Au sujet des dépenses de fonctionnement, j'ai trouvé que l'Europe avait une démarche intéressante. Les chefs d'État et de gouvernement ont essayé de trouver des arbitrages budgétaires. Et ils ont dit les dépenses administratives de l'Union sont trop élevées. Et donc, ils ont demandé à la Commission de faire 5% d'économies en 5 ans, notamment sur les frais de personnel. Et l'une des dispositions qui est prévue consiste à passer la durée du temps de travail des 50 000 fonctionnaires européens de 37h30 à 40 heures sans augmentation de rémunération. Alors, je me suis permis d'écrire au Premier ministre pour lui demander s'il soutenait cette orientation. Et la soutenant, ce dont je ne doute pas, et s'il avait l'intention d'en tirer les conséquences au plan national. Très bien. Et que l'Europe peut être exemplaire. On voit qu'on a déjà un consensus ici, donc c'est déjà pas mal. Florian, tu avais une question également ? Oui, parfois on a l'impression que l'Europe se tire un peu une balle dans le pied, puisque comme M. Barraud l'a souligné, pour avoir une Europe forte et puissante et pour que le retour de la croissance, il faudrait mutualiser les dépenses et créer des grands groupes, des grandes entreprises comme Airbus. Mais d'un autre côté, c'est la direction générale la plus puissante au sein de l'Europe, c'est celle de la concurrence, qui s'oppose à la fusion de Deutsche Börse et NICE, qui s'oppose à BAE et EADS, qui s'oppose à une fusion entre Alstom et Siemens si elle était prévue, et ainsi de suite. Et finalement, ça paraît contradictoire avec l'intérêt général européen. Et quand vous essayez de défendre l'Europe en disant c'est pas trop la faute de l'Europe, c'est la faute des intérêts nationaux, l'Europe finalement n'est pas non plus exempte de tout reproche. Vous avez largement raison. Et je me suis suffisamment battu contre la DG Compétition
la DG Comp, la DG Concurrence, pour dire qu'en effet, j'ai beaucoup reproché à Mario Monti, par exemple, de ne pas avoir accepté la fusion Legrand-Schneider. Car le problème aujourd'hui, c'est qu'en effet, la DG Concurrence a un peu tendance aujourd'hui à ne voir la concurrence qu'en Europe, alors que la concurrence est mondiale et qu'il faut vraiment désormais que la production l'emporte au moins autant sur la consommation. Ça, c'est fondamental. Et vous avez largement raison. Je le dis, la Commission a aussi à balayer devant sa porte et la DG Concurrence tient une place, à mon avis, excessive au sein de la Commission. On va peut-être passer à une dernière question, monsieur, avant de vous laisser un bref mot de conclusion et de passer une communication de Madame Zappa en toute fin d'intervention. Oui. Alors, je voulais vous demander, vous semblez louer les réformes structurelles de l'Allemagne tout au long du débat. Donc, je voulais vous demander pour que dans le reste de l'Europe, on puisse les appliquer un jour, peut-être pas exactement les mêmes, mais un peu transformés. Que pensez-vous qu'il faut qu'il arrive ? Est-ce qu'on va vraiment être au bout du mur ? Est-ce qu'on va arriver à être comme en Grèce ou en Chypre ? Est-ce qu'on va, par exemple, taxer tous les dépôts bancaires au-dessus de 100 000 euros ? Ou est-ce qu'on va vraiment être collé dos contre le mur pour qu'on arrive à ces réformes structurelles ? Ou est-ce que vous pensez qu'il y aura ce courage politique dont vous parlez ? Moi, je pense que cette crise nous livre quand même des enseignements importants. S'il y avait d'autant d'argent à se placer en Grèce, oui, ou à Chypre, je passe sous le contrôle de la Banque de France, c'est parce que la rémunération des comptes de dépôt était beaucoup plus élevée. C'est parce que ces pays avaient des fiscalités light. Et donc, un certain nombre d'investisseurs se sont dit on peut aller placer en Grèce et à Chypre parce qu'on a la garantie de l'euro. Mettez-vous à la place de ces magnats russes qui ont converti leur rouble en euros en pensant que les plaçant à Chypre avec de belles rémunérations, ils étaient les rois de la place. Eh bien, il n'est pas contestable qu'on est dans un monde surendetté et qu'il faudra à un moment ou à un autre écraser un certain nombre de dettes. Et la question sera de savoir qui paye. Alors, on parle assez rapidement de faire appel aux contribuables. C'est 2008, au lendemain de la faillite de Lehman Brothers, les chefs d'État et de gouvernement, selon les cas, font des déclarations devant les médias en indiquant que les épargnants ne devaient pas s'inquiéter et qu'en cas de difficulté de la banque, c'est l'État qui se substituerait. C'était le risque systémique pris en charge par l'État. Et puis, avec la succession de crises de dette souveraine, on a fini par se demander si c'était l'État qui devait payer ou bien si c'était les actionnaires. Et en Grèce, on a vu que les actionnaires, ils ont été fortement compressés. Et puis vient un moment où on se demande si les prêteurs obligataires ne peuvent pas être sollicités également. Et puis forcément, il y a un moment où on en vient aux déposants à court terme. Donc ces questions-là, à mon avis, vont devoir être traitées avec vigilance et équité dans les années qui viennent. Mais on n'échappera pas à un moment donné à la remise à plat des compteurs, parce que si vous laissez un État, ce n'est pas parce que le mécanisme européen de stabilité prête que l'État est tiré d'affaire. Vient un moment où le niveau d'endettement est tel que vous n'avez pas d'issue et donc pas d'espérance. Donc il va falloir inventer à l'échelon des États, toute proportion gardée, une sorte d'administration judiciaire et de régulation de l'endettement. On a émis beaucoup trop de liquidités, les banques en sont responsables, les Américains en premier. La Banque centrale européenne a été amenée dans les circonstances que l'on évoquait tout à l'heure d'y participer. Mais il y aura forcément un moment où il faudra ajuster l'endettement. Mais le problème, tout de même, à moyen terme et à long terme, c'est quand même le problème de la croissance en Europe. Parce que, néanmoins, il y aura un vieillissement
qui est déjà sous nos yeux, un vieillissement de la population européenne. Et deuxièmement, c'est vrai qu'une Europe qui vieillit investira moins. Et donc, si vous voulez, il y a un risque majeur, c'est qu'en 2050, pratiquement 9 États sur 10 vont disparaître de la liste des grands États économiques et financiers. Et donc, la France disparaîtra elle aussi. Donc, si vous voulez, il devrait y avoir un instinct de survie de la part des chefs d'État européens. Et cet instinct de survie n'a pas encore porté tous ses fruits. Voilà ce que je crois. Non, juste un point sur la question. Est-ce qu'il y a une spécificité du cas chypriote? Oui, assurément. Même après l'erreur qui a été corrigée, heureusement, de taxer les dépôts en dessous de 100 000, puisque c'était totalement absurde, puisqu'il y a une assurance jusqu'à 100 000. Donc, bon, ça veut dire qu'on ne croyait pas en l'assurance qu'on avait soi-même souscrit, auquel on avait soi-même souscrit. En plus de ça, les banques chypriotes, effectivement, comme on l'a dit, étaient très sous-capitalisées, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait quasiment impossibilité de faire du bail-in en faisant, si je peux dire, cotiser les actionnaires, parce que les actionnaires étaient inexistants, ou plutôt ce qui permettait à ces banques de fonctionner, c'est effectivement c'était des dépôts à relativement long terme qui étaient très, très, très bien rémunérés, et souvent aux non-résidents russes. Et donc il y a un cas très spécifique. En même temps, la vraie réflexion pour l'avenir, dans le cadre de l'union bancaire et du deuxième pilier, ce qu'on appelle la réflexion sur la résolution des crises bancaires, c'est savoir si on continue effectivement sur le modèle qui a fonctionné plus ou moins depuis la crise de 2008, c'est-à-dire est-ce qu'on fait du bail-out, c'est-à-dire est-ce qu'on fait financer par le taxpayer, par le contribuable, ou est-ce qu'on réfléchit effectivement à davantage d'implication du secteur privé, que ce soit des actionnaires, des déposants, etc. Là, il y a une vraie question à la fois de doctrine et des questions pratiques sur lesquelles, d'ailleurs, il n'y a aucun accord, je m'empresse de le préciser, non seulement au sein de l'Europe, mais au niveau de la communauté internationale. Merci beaucoup. Je vous propose en quelques mots, très juste revenir sur un point. Tout à l'heure, on parlait de l'Allemagne. Je prenais connaissance ce matin des statistiques démographiques qui font apparaître que l'Allemagne a pris 1 million d'habitants supplémentaires. D'où viennent ces habitants? Ils viennent d'Espagne, ils viennent d'Italie, ils viennent de l'Europe entière, et ils apportent une contribution en ressources humaines qui ne peut qu'amplifier l'efficacité de l'économie allemande. Donc les autres États, plutôt que d'imaginer des dépenses supplémentaires, et notamment des dépenses de fonctionnement, doivent passer par des réformes structurelles. La démonstration vient d'être faite que le Portugal, l'Espagne, la Grèce ont pris des dispositions. Tout à l'heure, j'évoquais l'augmentation de 40% de l'unité de valeur nominale du travail. Eh bien, ils ont réussi par des décisions qui ont suscité des révoltes sociales extrêmement violentes, des indignés. Bon. Mais ils commencent à retrouver les conditions de la compétitivité. Donc il ne suffit pas de faire des investissements publics pour que ça marche. Nous avons tous une obligation de passer par une période difficile, de réduction de nos dépenses de fonctionnement et de réforme de structure pour assouplir les règles relatives au travail et pour abroger toutes nos lois sur la durée du temps de travail. Mais en attendant, nos amis allemands n'ont pas tout à fait conscience qu'ils privent aussi les Espagnols, les Portugais et peut-être d'autres, les Italiens, des possibilités de croissance qui, jusqu'à nouvel ordre, sont quand même liées au personnel très qualifié. Et vous en faites partie. Et j'espère bien que vous allez rester un peu en France pour essayer de faire repartir la croissance et de ne pas partir en Allemagne. Mais là, ils vont nous demander de faire des réformes structurelles sans attendre. Ça, c'est vrai. Monsieur Arthuis, Monsieur Barrot, merci. Je vais laisser Monsieur Jaillet donner un petit mot de conclusion. Je serai très bref. Finalement, il y a une phrase de Jean Monnet, grand inspirateur et acteur européen, qui me vient en tête et qui pousse peut-être à la fois au pessimisme, mais à un certain optimisme. Je crois qu'il disait: les hommes n'acceptent le changement que lorsqu'ils en ressentent l'absolue nécessité, et ils n'en ressentent l'absolue nécessité qu'en cas de crise.
Alors effectivement, pendant la crise, on a eu des avancées notables. Au fur et à mesure que le risque perçu, notamment auprès des marchés, se réduit, est-ce qu'on va garder la même volonté de changement? Merci beaucoup. Oui.